bienvenue dans votre nouvelle émission Samedi Selfie. C'est une émission à caractère formatif et c'est ici que vous allez apprendre les différents métiers qui existent en 3 étapes, à savoir leur historique et leur objectif, le parcours à suivre pour arriver à les exercer et ensuite leur diversité. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné avec mes collègues qui vont intervenir dans chaque rubrique. Déjà, on se retrouve dans quelques instants, juste après le sommaire. Déborah Banikina vous parle de l'historique et de l'objectif de l'informatique dans la rubrique Mon métier. Et dans la rubrique Cuisine spirituelle, on vous propose encore un clin d'œil de Massi Domingo. Et pour gratifier nos fans qui aiment la page Facebook, voici donc leurs photos. Tenez-vous prêts, ça selfie. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Mon métier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'informatique. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, aujourd'hui, vous aurez à découvrir beaucoup de choses à l'informatique. Et surtout, restez attentifs. Tout d'abord, l'informatique vient de 2 mots, information et automatique. Donc, l'informatique est le traitement automatique des informations. Et ce terme a été inventé par Philippe Dreyfus en 1642. Depuis le millénaire, l'homme a créé et utilisé des outils l'aidant à calculer, tels que le boulier, la bague. Et pour réaliser de calculs complexes, il a mis au point l'algorithme. Mais dommage que la machine à calculer ne pouvait pas effectuer l'algorithme. Et l'homme était obligé de chercher à faire une machine capable d'exécuter l'algorithme. La première invention est celle de Blaise Pascal, qui a inventé la pascaline. Et cette machine à calculer était capable d'additionner et de soustraire. Et la machine était inventée pour son père, qui travaillait à l'impôt. Et en 1673, nous avons Gottfried Komboyo, Mozart, Komboyo, a coupé le souffle. Gottfried Wilhelm von Leyden. Pardon, j'ai peur de mes dents, ça risque de tomber. Vous comprendre, car allez vérifier, vous allez voir. S'inspire de la pascaline et invente une machine capable de multiplier et de diviser. Et de diviser. Pour commencer, plaçons-nous dans le contexte. Le premier ordinateur a été conçu en 1937. Ce dernier n'était capable que de résoudre quelques simples calculs algébriques. Il a fallu attendre 1946 pour voir apparaître le premier ordinateur offrant une véritable utilité. Ces premières machines occupaient tout de même des sous-sols entiers et ressemblaient à des armoires bourrées d'électronique. Dans les années 50, les tubes à vide que contenaient ces ordinateurs ont progressivement été remplacés par des transistors, puis les transistors eux-mêmes ont été remplacés par les premiers circuits intégrés. Mais c'est dans les années 70 qu'a véritablement commencé la révolution informatique, grâce aux microprocesseurs qui permettront à tout un chacun de posséder un ordinateur qu'il était désormais possible de poser sur un bureau. Et c'est là que commence ce 4e épisode de votre série Origine, aux portes de l'informatique moderne. Ensemble, nous allons parcourir 40 ans d'histoire au travers des entreprises et des visionnaires à qui nous devons des ordinateurs tels que nous les connaissons aujourd'hui. Tout commence en 1975. Ed Roberts, un ingénieur américain, a connu un grand succès en développant un kit pour calculatrice. Mais en cette année de 1975, c'est une toute autre invention qui va bouleverser le monde de l'électronique. En ce temps-là, l'entreprise IBM a la main mise sur le monde des ordinateurs. Vous savez, ces armoires électroniques qui occupaient des sous-sols entiers. Mais la technologie évolue sans que personne ne perçoive l'intérêt d'une informatique à plus petite échelle dédiée au grand public. C'est Ed Roberts qui va le premier profiter de cette technologie pour réaliser l'Altair 8800, le premier ordinateur personnel que le monde ait connu. Cet ordinateur fut créé pour la seule raison que son inventeur rêvait d'en posséder un. Cependant, cette machine n'offrait pas de grandes possibilités, comme vous pouvez le constater au projecteur. Il ne s'agissait que d'une boîte composée de quelques LED et d'une dizaine d'interrupteurs. L'Altair était basé sur le binaire,
Les commandes devaient être saisies en binaire et les réponses étaient transmises en binaire, selon le nombre de LED qui s'allumaient. De plus, cet ordinateur était à monter soi-même. Vous en conviendrez, ce n'est pas le moyen le plus facile d'accéder au monde de l'informatique. Quand bien même tous ces inconvénients, l'Altaïr a déchaîné les passions chez les amateurs d'électronique et s'est tout de même vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Un jour, alors qu'il était à Boston, un certain Paul Allen découvrit l'Altaïr en couverture du journal Popular Electronics. Il comprit immédiatement que la révolution dont il avait tant rêvé était en marche. Sans plus attendre, il se précipita chez son ami Bill Gates pour lui faire part de cette grande nouvelle. L'Altaïr devait devenir plus convivial pour toucher un plus large public. Contrairement à ce que pensaient tous les experts, Bill Gates et Paul Allen parvinrent à doter l'Altaïr d'un langage de programmation. Et dès lors, il devenait possible de développer des logiciels pour ce dernier. Ed Roberts allait se charger d'améliorer l'Altaïr. Bill Gates, Paul Allen et quelques camarades développeraient des logiciels pour ce premier ordinateur. C'est la naissance de Microsoft. L'Altaïr, maintenant doté d'un écran et d'un clavier, se voit gratifié de logiciels indispensables comme un traitement de texte. Évidemment, n'allez pas imaginer un ordinateur comme nous les connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, la souris n'existait pas et tout devait s'exécuter à l'aide de commandes informatiques très barbares. On est encore loin d'un ordinateur accessible à tous, mais c'est un bond de géant qui vient d'être fait. Un an s'est écoulé, nous sommes en 1976 et l'Altaïr a ouvert la voie de la micro-informatique. Dès lors, des centaines de bidouilleurs se sont alors lancés dans l'aventure. À cette époque, tous les passionnés d'électronique convertissaient leur garage en atelier dans l'espoir de pouvoir mener la révolution informatique. Notre histoire continue chez l'un de ces passionnés qui répond au nom de Steve Wozniak. Ce dernier a lui aussi inventé son propre ordinateur personnel. Lors d'une réunion au Homebrew Computer Club, Wozniak suscita l'intérêt d'un autre amateur d'électronique, un certain Steve Jobs, qui lui proposa de s'associer afin de commercialiser son invention. Dans ce duo de génie, Wozniak s'attelait à la technique alors que Steve Jobs s'occupait du commercial. Et c'est ainsi qu'est né Apple. Pour IBM, il était naturel que Gary allait leur fournir le système d'exploitation et Bill les langages de programmation. Mais au vu des accords de non-divulgation et autres paperasseries juridiques, Gary Kildall dit non aux hommes de chez IBM. Avec ce refus, Gary et son entreprise Intergalactic Digital Research viennent de commettre la plus belle erreur de leur vie. Et par ailleurs, ces noms ne disent plus rien à personne de nos jours. IBM se tourne alors entièrement vers Microsoft et demande à Bill Gates de créer un système d'exploitation ainsi que les langages de programmation. Le PDG de Microsoft sent que le vent a tourné et il ne passera pas à côté d'une telle occasion. Cependant, le temps est compté et développer un système d'exploitation ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Pour y parvenir, Paul Allen, cofondateur de Microsoft, découvre qu'il existe une copie du système CP/M. Celui-ci se nomme Kudos et a été développé par un certain Tim Paterson. Microsoft rachètera le système de Paterson pour $50 000 et le renommeront PC-DOS et l'amélioreront pour la machine d'IBM. En août 1981, le PC d'IBM est commercialisé dans les temps. Et c'est la consécration pour la Big Blue qui va vendre plus de 2 millions d'unités dans les 3 ans qui suivront. Cependant, Microsoft ne gagne rien sur ces ventes. Mais Bill Gates va profiter du seul droit laissé par IBM dans le contrat signé avec Microsoft. PC-DOS pourra être vendu sous licence à d'autres entreprises et Bill Gates fait donc un pari sur l'avenir. Dans les années qui suivirent, IBM devint la référence sur le marché des ordinateurs, écrasant l'Apple II. C'est alors que vont naître des dizaines de sociétés ayant développé des copies du PC d'IBM. Comme cette dernière s'était fournie en composants externes, il était aisé pour quiconque de se faire livrer par les mêmes fournisseurs. Ces clones grignotent les parts de marché d'IBM, qui ne peut plus suivre. La Big Blue est vaincue, et Bill Gates est devenu milliardaire en vendant PC-DOS aux concurrents. IBM ne reviendra jamais sur le devant de la scène des micro-ordinateurs et se contentera d'un rôle mineur en tant que fournisseur d'équipements tout public, mais conservera son éternel avantage sur des ordinateurs centraux et autres gros systèmes comme elle le faisait jusqu'alors. Retournons chez Apple. La concurrence fait maintenant rage sur le marché des micro-ordinateurs, mais le grand public n'est pas encore totalement séduit par un ordinateur qu'on ne peut pas utiliser si on ne connaît pas par cœur les lignes de commande qui le font fonctionner. Apple doit revenir au devant de la scène et pour cela,
Steve Jobs va lancer le Lisa sur la base d'une innovation qui va bouleverser le monde de l'informatique. Pour comprendre cette révolution, il nous faut faire un bref retour en 1971 dans l'entreprise Xerox. Cette dernière est spécialisée dans l'impression et la photocopie, mais les dirigeants de cette compagnie s'inquiètent de la possible disparition du papier dans les années à venir, supplanté par l'informatique et les données virtuelles. Dès lors, ils fondent le parc Xerox, une sorte de laboratoire regroupant des ingénieurs de pointe pour qu'ils créent le bureau électronique de demain. Ceux-ci vont alors inventer l'Alto, un ordinateur conçu en 1973. Mais trop cher à la construction, il n'a jamais été commercialisé. Cependant, il s'agit d'une pure merveille de technologie qui dépasse de très loin toutes les machines du marché. L'Alto était inspiré du document papier. Son écran en avait d'ailleurs des dimensions. Mais deux composants de cet ordinateur sont révolutionnaires. Premièrement, il s'agit du premier ordinateur doté d'une souris. Et deuxièmement, le système d'exploitation ne nécessite plus de connaître des lignes de commande. Il suffit désormais d'utiliser le curseur pour interagir avec une interface graphique. Malheureusement, les directeurs de Xerox ne comprenaient pas l'importance de cette invention et le projet reste en interne jusqu'en décembre 1979, date à laquelle Steve Jobs va obtenir le droit de visiter le laboratoire de Xerox. Ce qu'il vit le changea pour toujours. Il sut à ce moment-là que l'interface graphique et la souris seraient l'avenir de l'informatique. Apple va alors mettre au point le Lisa, le premier ordinateur commercialisé devant posséder une interface graphique. Mais à vouloir tout contrôler, Steve Jobs se fera renvoyer du projet Lisa par son conseil d'administration. Pour se consoler, Jobs se rabat sur un projet mené par un certain Jeff Raskin, qui a pour but de réaliser un ordinateur à $600 qu'il nomma Macintosh. Mais le projet va mal et Jobs s'empare de ces derniers. Apple doit sortir un produit révolutionnaire car nous sommes maintenant en 1982 et le PC d'IBM se vend comme des petits pains. Apple est en perte de vitesse. Jobs fait alors appel à Bill Gates pour que ce dernier développe des logiciels pour le Macintosh. Le loup est entré dans la bergerie. Bill Gates est un homme intelligent et comprend immédiatement que l'avenir va se jouer sur des systèmes d'exploitation à interface graphique. Steve Jobs ne voit pas ce qui se prépare car Apple reste obnubilé par la concurrence d'IBM et ne craint pas Microsoft. En 1984, le Macintosh est terminé et Apple fonde de grands espoirs dans cet ordinateur car le Lisa ne se vend pas. Il est bien trop cher pour le consommateur lambda. Dans la publicité pour son nouveau produit, Apple se veut comme un libérateur face à la menace d'IBM. Mais Apple se trompe de cible, car c'est de Microsoft dont Steve Jobs devrait se méfier. Malheureusement, le Mac ne possède pas suffisamment de logiciels pour éviter la catastrophe. Les ventes ne grimpent pas. Apple va alors racheter 20% du capital de l'entreprise Adobe, vous savez, ceux qui font le fameux Photoshop. Grâce à cela, le Mac est devenu l'ordinateur privilégié des artistes. Pourtant, les ventes ne décollent toujours pas. Et le conseil d'administration va évincer Steve Jobs de chez Apple. Nous sommes en 1985 et les années qui suivirent le départ de Steve Jobs redevinrent lucratives pour la compagnie à la pomme. Le Macintosh est le seul ordinateur avec interface graphique accessible à un large public sur le marché et Apple garde un œil avisé sur son principal concurrent, IBM. Mais en 1987 sort Windows. Microsoft avait pris 3 ans pour développer une interface graphique à son système d'exploitation PC-DOS. Les premières versions de Windows n'arrivent pas à la cheville du système qu'arbore le Macintosh, mais Bill Gates persévère. Apple intente alors un procès contre Microsoft, procès qu'Apple perdra en 1994, une année avant que Microsoft apporte le coup de grâce avec son célèbre Windows 95. Compatible avec toutes les copies IBM, Windows est devenu la référence dans le monde des systèmes d'exploitation. Apple aura alors tenté de revenir au devant de la scène, mais n'y parviendra pas avant 1996. Jusqu'alors, Steve Jobs aura investi dans les studios Pixar et aura monté une nouvelle société de construction d'ordinateurs haut de gamme nommée Next. En 1996, la firme à la pomme est à nouveau au bord du gouffre. Pour s'en sortir, Apple rachètera Next et Steve Jobs reprendra les pleins pouvoirs de la compagnie qu'il avait fondée. Pour sortir la tête de l'eau, Jobs négociera avec Bill Gates en échange d'un financement et d'une collaboration dans le développement de logiciels. Apple abandonnera les poursuites pénales contre Microsoft.
Et c'est ainsi que Bill Gates participa au sauvetage d'Apple. Aujourd'hui, la firme à la pomme est parvenue à revenir au premier plan et fait figure de leader aux côtés de Microsoft qui garde tout de même un large avantage dans la distribution de son système d'exploitation. En 2007 puis en 2010, Apple révolutionne le monde de la télécommunication en s'immisçant sur le marché de la téléphonie mobile et des tablettes tactiles. C'est un véritable tremblement de terre duquel Apple va ressortir plus fort, mais où la compagnie va également revivre les mêmes combats déjà menés lors de la révolution informatique. Dès lors, Apple affronte un nouveau concurrent, Google avec son système Android. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'est déjà la fin de votre rubrique Mon métier. Nous avons eu à parler de l'informatique, de son historique et de son objectif. Merci d'être nombreux à nous suivre et j'espère que vous avez bien noté. On se retrouve juste prochainement où on aura à parler de la couture. Ciao, ciao. Vous venez de suivre l'historique et l'objectif de l'informatique présenté par ma collègue Deborah Banikina. Et maintenant, nous passons dans la rubrique cuisine spirituelle avec un clin d'œil de Massi Domingo. Salut les amis, vous vous souvenez de cette histoire dans la Bible, de cette femme qui a été malade pendant 12 ans, elle perdait son sang, elle ne pouvait pas guérir, en allant voir tous les médecins, rien ne se passait. Vous vous imaginez 12 ans de souffrance, 12 ans d'humiliation, 12 ans d'isolement. Pendant 12 ans, elle a parcouru tous les chemins pour rencontrer des médecins sans résultat. Pendant 12 ans, elle a entendu tous les faux diagnostics, elle a eu tous les faux médicaments sans guérir. Pendant 12 ans, chaque jour, elle perdait son sang, elle perdait la vie et s'approchait de la mort. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors elle a décidé d'aller voir ce Jésus. Elle ne pouvait pas faire attention à tous les blocages, à tout ce qui pouvait l'en empêcher. Elle a décidé, elle a résolu, quel que soit l'environnement, quelle que soit la foule, quelles que soient les personnes, elle a décidé et elle est allée directement. Et rien qu'une touche, elle s'est connectée à la vie. Oui, elle s'est connectée à la vie. Une guérison instantanée. Une connexion directe avec ce Jésus. Peut-être que toi aussi, tu as besoin d'une connexion. Après toutes ces années de déception, ces années d'errance, de mensonges, de souffrance, de manque d'espoir et de réel goût à la vie. Tu as aussi entendu parler de ce Jésus-Christ. S'il te plaît, connecte-toi à lui maintenant et reçois la vie pour vivre abondamment et aussi éternellement. Ne tarde plus, mon ami. Que Dieu te bénisse. Vous avez été bénis avec Massi Domingo. Et maintenant, pour gratifier nos fans qui aiment la page de Facebook, pendant la semaine, voici donc leurs photos comme un bonus. Nous vous savons nombreux d'avoir suivi votre émission Samedi Selfie. Nous avons parlé de la rubrique Mon métier.
de l'historique et de l'objectif de l'informatique. Et dans la rubrique cuisine spirituelle, vous avez suivi un clin d'œil de Massy Domingo. Et déjà, je vous invite à l'émission prochaine où vous allez suivre dans la rubrique Mon métier, l'historique et l'objectif de la coupe et couture. Et nous irons à l'ISAM, qui est l'université qui enseigne cette option-là ou ces métiers-là. Alors on se retrouve dans l'émission prochaine. Si vous avez des difficultés concernant certains points, voici donc nos contacts qui sont affichés au bas de l'écran ou rendez-vous dans notre page Facebook ou dans YouTube où vous allez regarder toutes les vidéos de votre émission Samedi Selfie. Au revoir.